Afrique ne signifie d'ailleurs pas se réfugier dans un passé dépassé et mort, mais bien plutôt faire vivre ce qu'il y a de vivant dans ce passé en ensevelissant à jamais ce qui est caduc et mort. Tchamalenga Tumba. Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlerons du mythe du nègre primitif. Autrement dit, comment dans l'histoire nous sommes passés de nègre civilisateur de l'humanité à celui d'être primitif doué d'une mentalité prélogique. Pour comprendre l'origine de cette idéologie européenne selon laquelle le nègre, la négresse ou l'Africain de façon générique serait défini comme des hommes à peau noire que l'on retrouve dans certaines contrées de l'Afrique et qui forment une race d'hommes inférieure en intelligence à la race blanche dite caucasienne. Eh bien, il faut pour cela se référer dans un premier temps à l'Égypte antique, ou du moins à Kémet, pour l'appeler normalement, lorsque celle-ci tombe sous le joug des étrangers. Et dans un deuxième temps, il sera question pour nous de poser notre attention sur le siècle dit des Lumières, dont l'une des décisions majeures prises par les savants européens a été la hiérarchisation des races. Partis donc de leur berceau primitif, les nègres d'Afrique vont immigrer pour différentes raisons, soit vers le sud ou alors vers le nord du continent, et par suite d'une adaptation aux nouvelles conditions de vie assignées par la nature à ces différentes populations, naîtra le plus ancien phénomène de civilisation que la Terre ait connu. Cette civilisation que nous appelons aujourd'hui civilisation égyptienne pharaonique va pendant 10 000 ans en moyenne et 17 000 ans selon les prêtres négro-égyptiens se développer longtemps dans son berceau primitif, puis descendra lentement le long de la vallée du Nil pour enfin s'irradier autour de la Méditerranée. Durant cette longue période, les nègres vont progressivement irradier à l'intérieur du continent et constitueront des noyaux qui plus tard formeront des centres civilisationnels. Ces différents centres qui, du fait de leur distance par rapport à la Méditerranée, auront tendance à vivre en vase clos, seront donc complètement isolés une fois que l'Égypte aura perdu son indépendance. Désormais coupés de la mère patrie, envahis par l'étranger, dit le professeur Cheikh Anta Diop, repliés sur eux-mêmes dans un cadre géographique exigeant un moindre effort d'adaptation, bénéficiant de conditions économiques favorables, les nègres s'orienteront vers le développement de leur organisation sociale, politique et morale, plutôt que vers une recherche scientifique spéculative que le milieu non seulement ne justifiait pas, mais rendait impossible. Eh bien, c'est dans ces conditions-là que la rencontre se fera avec les Européens. Rappelons toutefois que Kemet, qui fera le sujet de nos prochaines capsules, avait en 450 avant l'ère européenne, donc avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la période pendant laquelle Hérodote, le père de l'histoire, la visita, avait perdu son indépendance depuis un siècle déjà. En effet, conquise par les Perses en moins 525, elle ne cessa plus dès lors d'être dominée après cela par les Macédoniens avec Alexandre, puis les Romains avec Jules César en moins 50, ensuite les Arabes au 7e siècle. Mais précisons qu'elle restera néanmoins pendant toute l'Antiquité la terre où les peuples méditerranéens viendront se désaltérer aux sources des connaissances scientifiques, religieuses, morales, sociales, etc. C'est ainsi que l'Européen développait son génie matérialiste
va, suite à son essor économique de la Renaissance, se doter d'armes à feu et de marine, puis se lancer à la conquête de l'Afrique. Ils passeront donc de l'installation des comptoirs commerciaux le long des côtes à une annexion, ceci bien évidemment après entente entre les pays occidentaux, pour enfin finir par une conquête interne du continent par les armes, conquête dite d'ailleurs entre guillemets pacifique. Cette conquête donc pseudo-pacifique débouchera sur la traite moderne des esclaves qui, disons-le, était une très bonne main-d'œuvre, bon marché de surcroît, pour mettre en valeur les terres vierges de l'Amérique qui venaient d'être envahies par le trop-plein de la population européenne. Une nouvelle relation donc du type maître à esclave naîtra ainsi entre les leucodermes et les mélanodermes. Les premiers, imbus de leur récente supériorité technique, feront monter ou du moins élèveront la prétention au niveau des savants occidentaux aveuglés et des philosophes inconscients qui se devaient d'établir et de soutenir, quoi qu'en vain, cette théorie d'inégalité des races sur le plan scientifique. De cette détermination idéologique naîtra donc, à partir du XVIIIe siècle, toute une littérature pseudo-scientifique dans laquelle les anthropologues, après avoir divisé les humains en 3 groupes appelés races ou espèces, vont unanimement admettre la doctrine de l'inégalité morale et intellectuelle de ces différents groupes. S'agissant des œuvres des savants des Lumières, en vain cherche-t-on, dit Anténor Firmin, dans la plupart de leurs ouvrages une dissertation en règle sur une question aussi grave. On ne la rencontre nulle part. Pourtant, ils raisonnent généralement comme s'il s'agissait d'un fait si bien démontré qu'il n'y eut nulle nécessité de lui chercher un fondement scientifique. À côté donc de Voltaire, fervent militant du polygénisme, qui déjà au XVIIe siècle théorisait sur les différences raciales dans son traité de métaphysique, descendu sur ce petit amas de boue, dit-il, et n'ayant pas plus de notions de l'homme que l'homme n'en a des habitants de Mars ou de Jupiter, je débarque vers les côtes de l'océan, dans le pays de la Caffrerie, entendez Afrique, et d'abord, je me mets à chercher un homme. Je vois des singes, des éléphants, des nègres qui semblent tout avoir quelques lueurs d'une raison imparfaite. À côté de ce dernier, disais-je, 2 champions de la thèse de l'inégalité des races ont écrit chacun un ouvrage où ils défendront leur thèse d'une façon ostensive et positive. L'un, Carl Gustav Carus, savant allemand à la fois philologue, naturaliste et médecin, traita le sujet plus en philosophe qu'en anthropologue. L'autre, le comte de Gobineau, plus radical encore que les autres défenseurs de la thèse polygénique, publiera en 1853 son essai sur l'inégalité des races humaines, soit 6 ans avant la naissance de la Société d'anthropologie de Paris. L'idée d'une inégalité native, originelle, tranchée et permanente entre les races, dit-il, est dans le monde une des opinions les plus anciennement répandues et adoptées. Heureusement, nous savons aujourd'hui qu'aucun de ceux qui ont étudié l'histoire ne confirme cette assertion qui, sur le plan anthropologique, est complètement insoutenable, comme le précise Anténor Firmin. La doctrine anti-philosophique et pseudo-scientifique de l'inégalité des races, ajoute Anténor Firmin plus loin,
ne repose que sur l'idée de l'exploitation de l'homme par l'homme. Eh bien, afin de légitimer l'esclavage, qui est une dérogation évidente aux droits des gens, ils n'imaginèrent d'autre moyen que celui de faire de l'esclave un être inférieur aux autres membres de l'humanité. Nous comprenons donc enfin que l'Europe, dont les bases de la civilisation, tant sur le plan scientifique, religieux, moral que sociologique, ont été puisées en Afrique, va se lancer à la conquête de ce continent par les armes dès le XVe siècle. Ayant trouvé là une main-d'œuvre nécessaire pour leur développement économique d'exploitation, ils décideront donc de mettre sur pied toute une littérature basée sur le polygénisme qui soutient la thèse de l'inégalité des races. Hiérarchisation qui descend du caucasien au nègre ou à l'éthiopien, qui lui se situe tout en bas de l'échelle. Nègre deviendra donc synonyme d'être primitif, inférieur et doué d'une mentalité prélogique. Et pour couronner leur cynisme, on présentera la colonisation comme un devoir humanitaire, où les Occidentaux auront la charge et le devoir civilisationnel d'élever les Africains au même niveau des autres hommes. Enfin, nous ne saurons terminer cette capsule sans toutefois préciser que ce climat d'aliénation a eu et continue d'avoir une conséquence dans le psyché et sur la personnalité des nègres, et même des plus intelligents d'entre eux. Il arrive très souvent, précise le professeur Diop, que le nègre intellectuel perd confiance en ses propres possibilités et en celles de sa race à un point tel que, malgré la valeur des démonstrations exposées au cours de cette étude, il ne sera pas étonnant que certains d'entre nous, après avoir pris connaissance, éprouvent encore du mal à admettre que nous ayons vraiment assumé le premier rôle de civilisateur du monde.